L'engagement au sein de l'OTAN pour assurer notre sécurité, c'est effectivement atteindre, non pas une augmentation de 5%, mais atteindre 5%, en partie en achat militaire, et en partie, c'est important, en achat plutôt de sécurité civile. C'est un élément qui est essentiel. Alors, moi, je pense qu'il y a un élément qui est évident, et on le sent bien aujourd'hui avec ce qui se passe dans le contexte actuel. La sécurité est un élément qui est fondamental et qui, quelque part, conditionne tout le reste. La sécurité conditionne la capacité de développement économique, la capacité aussi d'avoir un État qui soit solidaire. Et donc, quelque part, c'est un fondement à avoir. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce à quoi on est confronté, on le voit bien, c'est quelque part une menace assez sournoise, une menace aussi, quelque part, fondée sur le mensonge, qui teste, en fait, notre capacité à réagir à une volonté en fait de modification des équilibres géopolitiques. C'est vraiment ça qui se passe. Et donc que ce soit la Russie, que ce soit ce qui se passe, enfin on le voit bien partout dans le monde, même au niveau de la relation entre l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, la Russie, la Chine, on se rend compte qu'il y a une espèce de musculation internationale qui est en train de se faire. Vous voyez, ne serait-ce qu'en Chine, le défi militaire complètement hallucinant qu'on a vu, très impressionnant. On se rend compte qu'aujourd'hui, malheureusement, je termine par là si vous voulez bien, c'est vraiment une démonstration de force qui crée le jeu diplomatique. Mais d'abord, Mathieu Michel, question, elle est peut-être un peu naïve. Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à avoir une cybersécurité qui ne sera jamais à 100% ? Vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Oui, alors je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus nos compétences en cybersécurité. Je pense que la Belgique est un des États les plus avancés en matière de cybersécurité. On a des opérateurs qui sont excessivement bons. Après, il y a une démarche qui est en cours aujourd'hui au niveau européen qui est très intéressante, que je tiens à citer, qui est la démarche de standardisation, si vous voulez, de la technologie cyber, de protection des sociétés. Ça s'appelle NIS2, en fait. Et c'est l'idée, un peu comme on vérifie la certification de l'électricité ou bien des ascenseurs. C'est ça, au niveau, si vous voulez, de la cybersécurité. Et donc, c'est une régulation très intéressante qui va contraindre en fait un certain nombre d'opérateurs, notamment des opérateurs essentiels, ça peut être dans le domaine pharmaceutique, santé, énergétique, de transport, donc tous des opérateurs qui sont indispensables pour le fonctionnement du pays, à s'équiper sur des standards minimums de sécurisation. C'est un moment qui va très très loin et la Belgique est très avancée par rapport à ça. Juste terminer sur un élément, c'est que la meilleure protection cyber aujourd'hui, on le constate, c'est la vigilance humaine. En fait, près de 90% des attaques, elles sont dues à une personne qui a cliqué sur un mauvais bouton, a modifié un mot de passe, et donc quelque part, des petites choses peuvent nous protéger de façon beaucoup plus importante. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas totalement démunis en matière de cybersécurité. Mathieu Michel, brièvement. Un élément d'attention très, très, très bref. C'est qu'en fait, la menace aujourd'hui, ce qui est singulier, c'est qu'elle survient partout, en fait, et potentiellement sur une cible régalienne, militaire, police, une entreprise, ce genre de choses. C'est pour ça que la composante cyber telle qu'elle était composée, c'est une composante géniale, mais qui ne s'occupe que du militaire. Vous avez la police qui va s'occuper que du civil. Et en fait, si vous voulez, une des difficultés qu'on doit résoudre, c'est la fragmentation, finalement, des niveaux de gouvernance, alors que la menace à laquelle on est confronté, elle est à la fois policière, régalienne, civile. Et donc ça, c'est un moment qui est essentiel, c'est que, plus que jamais, on a vraiment besoin d'avoir une gouvernance qui soit concertée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais vous interroger tous les deux, Anne Lambelin et Mathieu Michel, là-dessus, parce que j'ai vu passer aussi beaucoup de messages qui nous disaient « mais on est dans une situation, et je ne veux pas faire de la politique et de la querelle entre vos partis, on voit ça suffisamment dans les médias, mais précisément, ce qu'on voit là, on nous dit les adversaires de la démocratie, ils doivent se régaler. Parce que voir des gens qui s'insultent et qui s'invectivent à longueur de journée, qui passent leur temps à dire à l'autre qu'il a tort plutôt que d'essayer de convaincre qu'il a raison, ça fait du mal à la démocratie et ça va forcément aider les ennemis de la démocratie. Qu'est-ce que vous répondez à ça et comment est-ce qu'on peut essayer de réconcilier les points de vue ? Sous question, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous voyez parfois, sorry de le dire, mais des exemples qui viennent d'en haut, donc de vos présidents, l'un et puis l'autre ? Oui, enfin, je suis désolé de le dire, mais je pense qu'il y a une certaine presse qui se délecte aussi de mettre en évidence des propos qui sont polarisants. Moi, je suis toujours surpris en fait de l'espace qui est laissé à des mandataires, peu importe du parti, qui tiennent des propos polarisants. Je pense que dans tous les partis, on trouve des personnes qui cherchent à travailler ensemble à des solutions concrètes. Je pense que ce serait aussi bien que la presse aille les chercher davantage. Mais sur cet élément de lutte contre pour préserver la démocratie, je tiens à mettre en évidence quelque chose de particulier. C'est qu'on est aussi dans une guerre qui porte un nom bizarre, qui est la guerre de la vérité. On l'a vu avec l'ambassadeur de Russie, en fait. Le mensonge aujourd'hui, le fait de disqualifier justement le fait, comme disait Arendt, fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment une propagande digitale qui s'est transformée en guerre, finalement, des opinions et qui est terriblement déstabilisatrice. On le voit, par exemple, quand on sait que l'algorithme de TikTok, par exemple, génère des choses que vous voyez en Europe qui ne sont pas ce que vous voyez en Chine. C'est quelque chose qui est interpellant. Ça veut dire qu'il y a une espèce de construction
destruction de la pensée en Europe qui vise à être très déstabilisante. Et ça, quand on parle de guerre hybride, on parle beaucoup de drones, cybersécurité et autres, mais l'attaque, quelque part, les fake news, c'est quelque chose d'essentiel pour lequel l'Europe a travaillé sur des outils. La Belgique a été très soutenante par rapport à ça, notamment l'identité en ligne qui permet d'identifier l'origine d'un message, l'origine d'une information. Donc je pense que c'est ça qui est aussi important. Maintenant, je reviens à ce que vous dites. La responsabilité des mandataires aujourd'hui, c'est de montrer effectivement qu'on peut construire des projets ensemble. Moi, je pense qu'il faut poursuivre les sanctions. Je ne pense pas, par contre, que c'est la seule réponse. On se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, il y a vraiment une détermination de la Russie à vouloir déstabiliser quelque chose. Il ne faut pas être naïf. Moi, ce qu'on entend ici de l'ambassadeur me sidère. En fait, on a l'impression qu'il nous prend pour des imbéciles, en fait, tout simplement. Donc, je pense que par rapport à ça, on doit clairement avoir une Europe qui prend conscience de sa force. L'Europe est une grande puissance, et donc nous, en tant qu'État, on doit contribuer à cette grande puissance et ne pas se laisser faire. Michel. Oui, alors moi, il y a quelque chose qui m'angoisse très fort, en fait, c'est le fait que j'ai l'impression que l'ambassadeur, dans quelques minutes, va nous dire que la Terre est plate et que finalement... tout... Ah ben ça, c'était le thème de la prochaine interview. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me sidère, c'est qu'effectivement, quand on voit le niveau de responsabilité de l'ambassadeur et d'autres, et la capacité qu'ils ont à rentrer sans rire dans des mensonges, c'est quelque chose qui est excessivement flippant, parce que c'est la nature des personnes qu'on a en face de nous. Plus ils nous disent qu'ils ne nous attaqueront pas, plus vous pensez qu'ils vont le faire. Et surtout, plus je suis inquiet quant à la façon dont ils réfléchissent, la façon dont ils pensent. Et donc, quelque part, nous, en Europe, on a cette naïveté de penser que les gens sont attachés aux valeurs humanistes et ce genre de choses. On est sur un référentiel qui est tout à fait différent. Je tiens vraiment à insister sur un élément. Quand on parle des investissements, les investissements des 5%, c'est bien des investissements en militant dépenses militaires, mais aussi en dépenses de sécurité. Donc ce n'est pas uniquement investir dans des chars et ce genre de choses, c'est vraiment investir dans la sécurité de façon plus générale. Par contre, un élément, peut-être une frustration que je peux avoir, et je termine par là, c'est le fait qu'aujourd'hui, on doit s'interroger si des investissements, on a acheté pendant des F-35 supplémentaires, 110 millions d'euros par F-35, qu'on va recevoir dans quelques années. Je pense qu'effectivement, se concentrer sur des dépenses plus prioritaires et plus urgentes immédiatement est quelque chose qu'on devrait vraiment avoir en tête.